Donc, on va revenir au sujet d'Ethereum. Ethereum, il s'est passé plein de choses. Et donc, comme je disais, quand on est en vision d'achat long terme sur un coin, eh bien, ce qu'on veut, c'est suivre le projet, regarder les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, pour savoir si le projet correspond toujours à l'idée qu'on s'en faisait au moment où on a acheté. On a acheté pour des raisons, pour des bonnes raisons, hypothétiquement. Et ce qu'on veut, c'est que ces raisons n'aient pas disparu entre-temps. Car si notre thèse d'investissement n'est plus valide, il faut, à un moment donné, on a une thèse d'investissement, et si elle est invalidée par le réel, par le concret, eh bien, ça veut dire que les raisons pour lesquelles on a investi n'existent plus, et peut-être il faut sortir de son investissement parce que ça devient trop risqué, parce que ça nous va plus. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais donné 3 bonnes nouvelles et 4 mauvaises nouvelles, et on va voir ce qu'il en est. Pause dans la vidéo, salut à tous, c'est Laurent du futur. Je m'aperçois que vous êtes plus de 80% à regarder ces vidéos sans jamais vous abonner, donc je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à faire briller un petit peu l'algorithme de YouTube afin que je sorte du statut infamant de clochard de YouTube. On arrive, allez, s'il vous plaît, à 3000 abonnés, pourquoi pas, et puis éclatez-moi un petit peu ces boutons like, là, je veux 100 likes sur cette vidéo, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je vous laisse avec le Laurent du live qui va vous dire plein de trucs intéressants sur Ethereum. Alors, concernant la première bonne nouvelle de la dernière vidéo, Merge, c'était en gros, si vous vous souvenez, la bonne nouvelle, c'était que finalement, depuis des années et des années, on entendait parler de ce fameux Merge. Il était finalement arrivé, donc le 15 septembre, et eh bien, il n'y a pas eu de soucis techniques. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle, parce que dans ma thèse d'investissement de base, il y a les merges qui allaient arriver un jour, il était sans arrêt repoussé. Ce qui, moi, pour ma part, je considère que c'était une bonne nouvelle, parce que je me disais, les développeurs veulent être sûrs avant de déployer leur version. Et donc, du coup, c'était plutôt rassurant que ça soit repoussé, en fait, même si des gens se moquaient de ça. Sans doute qu'ils ne sont pas développeurs eux-mêmes et qu'ils ne se rendent pas compte de la complexité de la chose. Bref, j'étais plutôt content que ça soit repoussé parce que je me disais, ils prennent leur temps, ils jouent la sécurité, c'est cool, on n'est pas pressé en fait. Et puis un beau jour, voilà, ils l'ont finalement déployé, c'était, il me semble, le 15 septembre 2022. Pourquoi je prends la date du 15 septembre? C'est pas que j'ai fouillé dans les archives, c'est que c'est ici, cette courbe part du 15 septembre, je considère qu'ils ont raison. Il faudrait aller vérifier, mais je crois que c'est ça. Et donc, du coup, il y a eu un gros dump, là, un gros sell de news, comme on dit. Les gens achètent la rumeur et vendent la réalisation de cette rumeur. Et c'est comme ça que ça marche un petit peu. Et donc là, il y a eu un gros sell de news, comme on dit. Et voilà, entre le jour où la veille du déploiement il était à 1643 et le soir il était à 1464, donc c'est un peu le prix du merge, c'est un peu ça, quoi, si vous voulez, le prix du jour du merge. Et donc du coup, eh bien ça s'est extrêmement bien passé et on est très très content de ça. Et la prochaine update, ça sera Shanghai. Alors, il y a des gens qui ont peur de Shanghai parce qu'ils se disent, Shanghai, c'est la mise à jour qui va permettre aux gens qui ont stacké de l'Ethereum de les déstacker et donc, du coup, de faire une prise de profit ou de panic sell. Enfin, bref, il va y avoir des coins qui vont se lâcher sur le marché et ça, éventuellement, c'est mauvais pour le prix. Donc, Shanghai, ça excite pas trop les gens. Pourtant, le fait de pouvoir déstacker, moi, je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi, par exemple, je ne stack pas d'Ethereum. Et pourquoi je ne stack pas mes Ethereum? Parce que bloquer mes coins dans un truc que je ne peux pas débloquer, ça me semble assez absurde. Et sinon, il y a la solution du liquid staking, évidemment. Mais la solution de liquid staking ne me va pas non plus parce que je me dis que tant qu'on ne peut pas déstacker, justement, on ne sait pas s'il y a d'éventuels
problème technique, en fait, par exemple, on prend le cas de Lido Finance. Admettons que des nœuds Lido Finance aient perdu leur clé privée. Comment on le sait? On ne peut pas le savoir. Tant qu'il n'y a pas de destacking, on ne peut pas savoir si le destacking va bien se passer, quoi. Et donc, du coup, que ce soit les investisseurs professionnels ou que ce soit des gens comme moi, par exemple, je stack pas mes Ethereum parce qu'on ne peut pas les destacker. Je ne mets pas mon doigt dans un engrenage que je ne peux pas retirer, quoi. Et donc, du coup, je considère que Shanghai sera plutôt positif sur le prix, peut-être pas à super court terme, mais à moyen terme, très rapidement. Il y a des gens comme moi qui vont se dire « Ok, Shanghai, c'est un succès autant que Merge, ça se passe très très bien, on peut stacker, on peut déstacker, on peut faire l'aller-retour, et faisons l'aller et on fera le retour quand on en aura envie, et pourquoi pas même utiliser des solutions de liquid stacking à ce moment-là, quand elles auront prouvé qu'elles savent déstacker correctement, parce que pour l'instant, elles ne l'ont pas prouvé. » Donc moi, je suis très prudent par rapport au Black Swan, aux signes noirs technologiques qui peuvent arriver. C'est pour ça que je n'utilise pas ces solutions de liquid staking. Voilà. Donc, ceci dit, voilà, le prix depuis le merge n'a pas été extraordinaire. Et vous voyez que cette 5 novembre, là, c'était la fameuse affaire FTX. Donc, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Mais on n'a pas été extraordinaire sur le prix, malgré le fait, rappelez-vous, d'une autre bonne nouvelle dont j'avais parlé dans ce live, c'est la fameuse Ultrasound Money. Et là, on a un peu plus de données, c'est-à-dire que le Ethereum était censé devenir déflationnaire, c'est-à-dire que à la place d'avoir de plus en plus de coins chaque jour, normalement ça fait ça, Ethereum, vous voyez, donc le nombre d'Ethereum, entre le 15 septembre et aujourd'hui, on aurait dû avoir plus 3,46% d'Ethereum, et à la place, c'est-à-dire plus quasiment 2 millions d'Ethereum, quasiment 1 900 000 Ethereum. Donc ça, c'est des Ethereum qui éventuellement vont se retrouver sur le marché à la vente. Et donc du coup, on les a plus. Donc il y a 2 millions d'Ethereum de plus qui auraient été vendus s'il n'y avait pas eu de merge. Et là, non seulement on n'a pas eu ces 2 millions d'Ethereum qui ont été libérés sur le marché, mais on en a eu 40 000 qui ont été détruits. Donc à la place qu'il y ait des coins qui s'émettent, il y a des coins qui sont détruits. Et ça, c'est très positif sur le prix. Et bien malgré ce phénomène extrêmement positif sur le prix qui est sensible en 167 jours, c'est pas un truc qui est sensible en une semaine ou deux, mais sur 167 jours, c'est sensible. Et bien malgré cet impact énormément positif sur le prix de la tokenomics, on a eu malheureusement un prix qui a pas trop décollé, quoi. C'est-à-dire que le bear market, c'est plus fort que la déflation. Maintenant, on le sait. Et je dirais même qu'on peut comparer par rapport à BTC pour voir ce qui s'est passé. Et quand on compare avec BTC, là je vais mettre le prix du jour du merge pareil avec un carré rouge, et ben là on voit que par rapport à BTC, on a perdu du terrain, quoi. Donc c'est pas fameux, BTC a fait mieux qu'Ethereum, quoi, le jour du merge, même si on prend à la fin de la chute du jour du merge, on va dire, et ben on a quand même perdu par rapport à BTC 6%. Donc malgré cet économique ultra positif, Ethereum perd du terrain par rapport à BTC, ce qui prouve qu'il a été en difficulté sur cette période. Toute chose égale par ailleurs, BTC est autant en bear market que Ethereum, et pourtant BTC est mieux. Donc ça, c'est la réalité. Dernière bonne nouvelle que j'avais abordée durant ce live et dont on peut faire le bilan, qui est très intéressant. J'aime quand même bien voir cette courbe. Franchement, c'est beau de voir un actif qu'on a acheté et qui est déflationnaire. Forcément, ça fait plaisir.
Tous ces burns là, voilà, là on voit les différents protocoles qui ont généré du burn et tout ça. Rien qu'en une journée, Uniswap a burn 323 ETH, c'est quand même énorme. En 30 jours, 9000 ETH ont été burn du fait de l'utilisation d'Uniswap. C'est quand même fantastique. Bon, bref. D'ailleurs, on voit que plus ces protocoles seront utilisés et plus ça va burn. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en bull market, l'utilisation sur les protocoles explose, donc le ETH va être encore plus déflationnaire en bull market qu'en bear market. Et donc du coup, ça va vraiment avoir un impact positif sur le prix. Du moins, c'est ce que je pense. Alors, du coup, je disais, la dernière bonne nouvelle dont j'avais parlé, excusez-moi, c'était le fait que The Merge avait dégagé la Proof of Work, et donc du coup on était en Proof of Stake, et on voyait des articles de journaux à l'époque qui étaient vraiment de partout, disant oui, Ethereum va dépenser 99,9% d'énergie en moins, enfin on avait des chiffres comme ça, 95%, ou enfin ils n'étaient pas d'accord sur les virgules, et donc du coup ça, la thèse que j'avais à l'époque et qui était en vogue, c'est de se dire bon bah voilà, si Ethereum dépense moins d'énergie, toutes les entreprises qu'on dit ESG, c'est une norme dans l'investissement qui est très suivie par des entreprises comme BlackRock. Je ne sais même pas si c'est pas BlackRock qui a poussé ce fameux narratif. ESG, ça veut dire environmental, sociétal et governance, ou un truc comme ça. Et donc en gros, moins un projet et moins une activité est polluante, et plus ils sont enclins à investir dedans. Et là, tout à coup, Ethereum cesse d'être polluant, et donc du coup, il aurait dû attirer ce genre de capitaux. Et il faut bien reconnaître que quand on regarde le prix, et notamment le prix par rapport à BTC, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Donc, le coût du narratif ESG, ça a un peu foiré, mais bon, peut-être que ça sera quand même un avantage dans sa manche plus tard. Voilà, donc aussi, on avait parlé de différentes mauvaises nouvelles. Je continue de faire le bilan des nouvelles de la dernière fois sur comment ça a évolué. Et on avait la fameuse prise de contrôle par les États-Unis du réseau Ethereum. Et alors, il y avait 3 leviers qui permettent aux États-Unis de prendre le contrôle du réseau. Le projet Ethereum, dans ma thèse d'investissement à moi, c'est une plateforme qui permet de développer la finance décentralisée et autres applications décentralisées. Et cette plateforme, Ethereum, doit être neutre, doit être libre d'accès à tout un chacun, les bons, les méchants, les gentils, les méchants, les beaux, les pas beaux, les gros, les maigres, les grands, les petits, les Américains, les Sud-Américains, les Chinois, les Russes, les Australiens, tout le monde a accès. La plateforme est un outil et un couteau, ne nous demande pas ni notre carte d'identité, ni si on va couper un bout de fromage, ni si on va tuer quelqu'un avec. Un couteau, c'est un couteau. Voilà. Et donc, outil, Ethereum, pour moi, ça doit être ça, et c'est son ambition de base, c'est sa promesse. Et donc, du coup, la prise de contrôle d'Ethereum par les États-Unis invaliderait ma thèse d'investissement. Et souvenez-vous, à l'époque, on avait donc ces 3 leviers. Le premier levier, c'est par la loi, ils ont interdit aux gens qui faisaient du stacking d'Ethereum sur le sol américain d'accepter les transactions Tornado Cash. Et donc, du coup, les États-Unis se permettent de dire ce qui doit être dans la blockchain Ethereum et ce qui ne doit pas être dans la blockchain Ethereum. Et ça, c'est contre ma thèse d'investissement. Donc, je regarde ça de près. Et donc, du coup, les validateurs américains n'ont pas le choix que de suivre la loi. Et le plus simple pour eux, pour suivre la loi,
c'est d'utiliser ce logiciel-là, le MEV Boost, parce que le MEV Boost respecte l'OFAC, et l'OFAC, c'est la loi américaine. En plus de respecter ce truc-là, il leur permet d'optimiser leurs gains en tant que stacker, et donc du coup, ça a une sorte de double effet qui se coule. Et ce double effet qui se coule, moi, je pensais que ça allait nous mener loin. Alors, je prends le temps de lire le commentaire. En même temps, moins gourmand, donc plus utilisé, mais je connais pas le total final. Si tu parles de l'énergie, non. C'est pas parce que c'est pas plus Ethereum est utilisé, plus il dépense d'énergie. C'est pas un réseau blockchain en proof of work, donc qui dépense de beaucoup d'énergie. N'est pas c'est pas son utilisation qui est fonction de l'énergie qu'il dépense. L'énergie qu'il dépense, c'est décorrélé de l'utilisation du protocole. Il peut être très très utilisé et dépenser très peu d'énergie, ou très très peu utilisé et dépenser quand même énormément d'énergie. C'est pas corrélé. Donc du coup, ce fameux OFAC compliant là, ça nous cassait un peu ça nous faisait un petit peu peur quand on regarde la courbe. On était dans un truc qui faisait peur, quoi. À l'époque, ça montait, on se disait, mais ça va monter jusqu'où, quoi. La courbe en rouge, c'est ceux qui respectent la loi américaine, la courbe en verte, c'est ceux qui ne la respectent pas, et la courbe en noir, c'est on ne sait pas s'ils respectent ou s'ils ne respectent pas, on ne peut pas le savoir. Et donc, du coup, ça montait, puis on est arrivé à un certain plateau, ça c'était au moment de la dernière vidéo, je crois, et finalement, eh bien depuis, extrêmement bonne nouvelle, les blocs OFAC compliant diminuent. On était monté jusqu'à, vous voyez, 78%, donc c'était énorme, et ça diminue, et aujourd'hui, on est à 39%. Donc on a passé sous la barre des 40%, et c'est une extrêmement bonne nouvelle. Et j'avais expliqué à l'époque pourquoi ça me faisait peur, parce que on peut se dire, bon ben voilà, s'il y a 70 ou même 80% des gens qui n'acceptent pas les blocs illégaux du point de vue des États-Unis, ben, il y en a quand même 20% qui les acceptent, donc peut-être que ma transaction passera moins vite, mais elle passera, et en fin de compte, c'est pas grave. Mais ça, c'est sans prendre en compte le fait que à un moment donné, on peut tenter le coup de force et faire un hard fork, ce qu'on appelle un fork sur une blockchain, c'est-à-dire que la blockchain se coupe en deux, et que non seulement on n'enregistre pas les blocs qui ne nous plaisent pas, qui contredisent la loi américaine, mais en plus de ça, on ne juge pas valide les blocs qui auraient été acceptés par d'autres et qui contreviennent à la loi américaine. Et ça, c'est possible. Ça aurait fait une sorte de fork. Là, il y aurait eu 80% ou 70% des validateurs qui seraient partis sur une blockchain. Si la loi américaine avait mis ça en place, à ce moment-là, eh bien, il y aurait eu 70% des validateurs qui auraient fait un fork de fait. Et cette blockchain aurait certainement gagné, parce que la blockchain qui a le plus de validateurs est celle qui est considérée comme valide, et ceux qui sont neutres, en fait, auraient rejoint la blockchain la plus longue, et finalement auraient été des gens qui publient des blocs invalides du point de vue du consensus, et donc auraient dû soit partir eux-mêmes et faire une autre blockchain, soit se conformer à la majorité. Et ça aurait été quand même assez dramatique. Et l'Ethereum qui aurait été pris en compte par Coinbase, par exemple, aurait été l'Amérique, celui de Kraken aussi, etc. etc. Donc, ça aurait été un gros coup dur, mais là, on voit que ce scénario, quand on était au-dessus de 50%, voilà, c'était un scénario qui était quand même assez crédible, mais là, on est en dessous de 40%. Donc, ce genre d'attaque est de moins en moins crédible, et on voit que ça se poursuit, quoi. On est en tendance baissière. Donc, je suis ce graphique de près. Je dois y aller. Bonne soirée tout le monde. Je verrai la fin sur YouTube. Eh ben, écoute, à bientôt sur YouTube. Donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, donc,
Donc voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Les deux autres leviers que les Américains peuvent utiliser pour prendre le contrôle de la blockchain Ethereum, eh bien c'est un levier qui est assez terrible, qui est, je vais vous mettre là, j'avais zut. Il y avait un article de Vitalik, une déclaration de Vitalik Buterin qui est terrible. C'est cette déclaration-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. En gros, c'est par rapport au stablecoin. Ce qui se passe, c'est que le sang de la défi, c'est les stablecoins, c'est la liquidité. Donc, il y a des milliards et des milliards en stablecoin qui circulent, et une entreprise comme USDC, s'il y a un fork, s'il y a une mise à jour de Bitcoin qui se fait, une mise à jour d'Ethereum qui se fait, et ben ça fait un fork. Et si l'USDC, par exemple, refuse cette mise à jour et dit, moi je vais... Vous savez, au moment de merge, il y a eu un Ethereum Proof of Work qui est resté, quoi. Il y a des gens qui ont voulu rester sur ce truc-là. Bon, ça a été abandonné par 99% et plus des utilisateurs d'Ethereum, et donc ce machin va certainement mourir de sa belle mort. Mais USDC aurait pu choisir de rester sur l'Ethereum Proof of Work, quoi. Et dire, moi, les USDC qui sont sur l'Ethereum Proof of Work, je considère que c'est les bons, c'est les valides, et ceux qui sont sur l'Ethereum Proof of Stake, je considère que c'est pas les bons. Ben dans ce cas-là, merge aurait échoué. Les gens seraient restés sur l'Ethereum où les stablecoins sont disponibles. Ils seraient pas allés sur une chaîne où les stablecoins ne sont pas disponibles. En plus, ça met la zizanie dans tous les protocoles. Imaginez, sur Avalanche, par exemple, les USDC de la blockchain Proof of Work, ils sont censés être en collatéral pour des prêts d'autres trucs, mais du coup ce collatéral tout à coup vaut zéro, donc comment ça se passe? Enfin bref, c'est la pagaille. Donc forcément, c'est pour le moment USDC, USDT qui choisissent quelle blockchain va survivre. Est-ce qu'on accepte ou pas la mise à jour? Et ça, c'est un levier des Américains parce que, en gros, USDC est contrôlé par les États-Unis par la loi. Si demain le législateur appelle USDC et lui dit hop, la nouvelle blockchain là qui sort, il n'en est pas question, rester sur la précédente, bah, ils vont rester sur la précédente et c'est tout. Donc Vitalik a raison quand il dit, et il a évidemment raison, quand il dit que le USDC, pour l'instant, décide du futur d'Ethereum, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il soit d'accord avec les prochaines mises à jour. Et ça, c'est un gros problème. En plus de ça, bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas épiloguer plus sur ce sujet. Alors, j'avais dit 3 leviers. J'avais dit les stablecoins, j'avais dit l'OFAC, et le 3e levier, eh bien, ça ne me revient pas, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Enfin bon, bah, peu importe. Il y avait aussi comme mauvaise nouvelle à l'époque les fameux RPC. Vous saviez que dans MetaMask, le truc qui permet à MetaMask de communiquer avec la blockchain Ethereum et avec d'autres blockchains d'ailleurs, c'est un protocole qu'on appelle RPC, il y a pas mal de gens qui l'implémentent. Et en gros, celui qui était par défaut, qui est toujours d'ailleurs, il me semble, par défaut sur MetaMask, eh bien, donc du coup, c'est forcément celui qui est le plus utilisé, parce que les gens ne vont pas s'enquiquiner à changer ce genre de détails pour la plupart d'entre eux. Et donc du coup, eh bien, ce protocole s'était mis à enregistrer nos données, etc. Bref, à plus ou moins violer notre vie privée, et ça, c'est dommage. Et malheureusement, je pense que la tyrannie des options par défaut continue de faire son office, et que ce RPC est quand même toujours très utilisé. Là, il y a une liste sur alchemy.com des différents RPC qui existent, donc...
n'ai pas trop regardé, je me suis pas extrêmement intéressé à cette question pour le moment. Mais peut-être qu'il y en a qui sont meilleurs que celui qui est par défaut sur Ethereum et qui permet voilà, de protéger un peu mieux sa vie privée. Il me semble que c'est Infura qui est celui qui est par défaut. Donc celui-là ne respecte pas trop votre vie privée. Je me rappelle du troisième levier qu'ils peuvent utiliser, nos amis américains, pour prendre le contrôle de cette plateforme. Et le troisième niveau qu'ils peuvent utiliser, c'est tout simplement le fait de requalifier Ethereum en securities. Alors là, on peut dire que ça a pas mal bougé depuis la dernière fois. Le jour où Ethereum est passé en Proof of Stake, Gary Gensler, qui est le président de la SEC, donc la commission qui s'occupe de qualifier ou de requalifier en securities des gens qui auraient émis des tokens qui sont en réalité des securities. On va voir ce que c'est qu'une securities. Eh bien, Gary avait déclaré le jour du passage en Proof of Stake, vous savez, tous les coins en Proof of Stake sont des securities d'après moi. Et il y est allé de son petit argumentaire, et son petit argumentaire, à mon avis, est très bon. Du moins, je suis assez d'accord avec la logique. Donc, la définition pour savoir si quelque chose est une securities ou pas, on a ce qu'on appelle le Howey test. Donc, c'est le nom d'un jugement. Il y avait un conflit entre Howey et je pense le gouvernement américain ou quelqu'un d'autre, je sais pas, pour savoir si le fameux truc de Howey c'était une securities ou pas. Et donc du coup, à l'occasion de ce projet, ils ont été obligés de définir les termes. Et donc du coup, maintenant, la securities se définit en une phrase dont chaque mot est important. Et donc du coup, faut bien se mettre ça en tête. Donc la securities, c'est un titre financier qu'on acquiert en dépensant de l'argent. Donc là, effectivement, Ethereum, pour en acheter, il faut dépenser de l'argent. En dépensant cet argent via l'activité d'un tiers, on a une espérance de gain qui est de l'argent lui aussi. Donc là, le stacking, effectivement, c'est via l'activité d'un tiers qu'on a... si par exemple vous allez stacker vos Ethereum sur Kraken, évidemment c'est Kraken qui va les stacker pour vous, et donc du coup c'est le travail d'un tiers qui va faire de la maintenance réseau, ce genre de choses, qui va vous permettre d'accéder à un taux d'intérêt, à une espérance de gain, et donc du coup ça suffit à qualifier quelque chose en securities. Et donc du coup Gary avait prévenu Proof of Stake, securities, ça correspond à la définition, vous serez requalifié. Et donc du coup, à l'époque c'était un peu flippant et on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont bouger quoi. Et là effectivement, ils se sont attaqués à Kraken pour cette raison en particulier, et donc du coup on peut dire que ça a évolué dans la mauvaise direction. Aussi, l'attaque sur Paxos, ça fait un stablecoin de moins, le stablecoin qui à mon avis était le meilleur des trois en plus, des trois gros, et donc du coup ça fait moins de concurrence, et moins de concurrence c'est pas terrible parce que ça augmente l'importance de USDC qui est totalement contrôlé par les Américains, et via ce levier-là, les Américains peuvent décider du destin d'Ethereum, et donc du coup c'est mauvais. Mais on ne désespère pas. Il y a des stablecoins décentralisés qui peuvent surgir. Alors les gens ont une mauvaise image des stablecoins décentralisés à cause de UST. Terra Luna, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, j'ai prévenu 8 mois à l'avance de ce qui allait arriver. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas vu cette vidéo puisque je suis une petite chaîne YouTube, mais bon, il y a pas mal de personnes qui m'en ont
grandement remercié de cette vidéo et donc du coup ça fait plaisir. Bref, UST était un stablecoin algorithmique qui n'était collatéralisé par rien, qui était censé être collatéralisé par un phénomène de compensation, de brûlage de Luna et tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, d'après moi, ça ne marchait pas, et d'ailleurs la preuve, ça n'a pas marché. Mais il y a une deuxième catégorie, on va dire, de stablecoins décentralisés qui peuvent marcher et qui seraient, eux, collatéralisés, non pas par de l'argent dans une banque, et donc du coup dont les États-Unis peuvent prendre le contrôle, mais par des cryptos directement sur la blockchain. Et pourquoi pas un stablecoin qui serait collatéralisé par des Ethereum. Et donc du coup, pour ça, le plus important, c'est quoi? C'est le processus de liquidation. Voilà, si le prix d'Ethereum descend et qu'on a minté trop de stablecoin, eh bien il faut que ce stablecoin il faut que la personne soit liquidée afin que il y ait toujours suffisamment d'Ethereum pour, on va dire, collatéraliser le nombre de stablecoins en circulation. Et donc du coup, ce processus de liquidation, c'est la chose la plus importante. Et moi, à mon avis, les meilleurs sur ce terrain-là, c'est Aave. C'est pour ça que j'attends le GHO avec impatience. Malheureusement, ils vont peut-être faire la même erreur que DAI et accepter l'USDC en collatéral de leur GHO. Et ça serait très dommageable puisque ça serait le serpent qui se mord la queue. On serait toujours du coup dépendant de USDC et ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, maintenant, méga bonne nouvelle. Quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. Ah oui, donc en plus de ça, au niveau régulation, avant de passer à la méga bonne nouvelle, je ne sais pas s'il y a toujours des gens qui m'écoutent, je ne sais pas trop. Ah si, il y a quand même des gens. Super. Méga bonne nouvelle. Avant de passer à la méga bonne nouvelle, donc du coup, je disais, je voulais revenir un peu sur cette histoire de régulation parce qu'il y a un autre point très important. C'est, comme vous l'avez vu, là, il y a Coinbase qui lance sa Layer 2, qu'ils vont appeler Base, il me semble. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est de la merde ce que fait Coinbase. Pour moi, ce sont des ennemis quasiment des ennemis de la crypto, quoi. Des ennemis des gens qui... Enfin, voilà. Je suis très très méfiant par rapport à Coinbase, par rapport à leur crypto, par rapport à tout ce qu'ils proposent. Pour moi, c'est toute la merde, quoi. Bon, bref. Et donc, du coup, là, ils lancent une Layer 2. Et leur Layer 2, ça va être un truc, pas intéressant. Je vous passe les détails. Mais au cours de cette news, ce qu'on a reproché à leur truc, c'est d'avoir un seul validateur, c'est-à-dire eux-mêmes, au moment du lancement. Et donc, du coup, d'être un truc centralisé, et donc, du coup, d'offrir tout simplement des services bancaires, quoi. Des services bancaires qui seraient, au lieu d'être basés sur des ordinateurs qui utilisent une technologie standard, je sais pas moi, des bases de données classiques, là, ils utilisent une blockchain, mais au fond... Voilà, c'est des services bancaires basés sur une autre technologie, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de KYC, il n'y a pas de raison qu'ils adoptent les standards de la crypto, quoi. Et donc du coup, ça, moi je me dis oui, mais ça ne m'étonne pas de Coinbase, de toute façon. Et donc du coup, je pense même que Coinbase va très certainement obliger les gens qui veulent utiliser leur Layer 2 là, à ce KYC et tout ça, bref... Eux, ils vont dans le sens de la régulation américaine, de la prise de contrôle par les Américains de tout cet écosystème. Ils veulent jouer la carte, on collabore avec le pouvoir dans le but de rafler la mise si jamais le plan américain fonctionne. Voilà, ils vont pas se battre, ils ont décidé de ne pas se battre contre leur propre administration parce que... sans doute peut-être ils s'en sentent pas capables ou ils en ont tout simplement pas l'envie et pourquoi pas collaborer et rafler la mise si ça marche, quoi. Donc, je pense que c'est leur truc et donc du coup moi je n'ai pas du tout le même projet, pas du tout les mêmes intérêts, donc du coup
Je leur veux pas particulièrement du mal, mais je n'aime pas cette entreprise. Bref, quoi qu'il en soit, on a reproché à Coinbase ce truc-là, d'être un service bancaire, etc. Et on a entendu, par-ci, par-là, que finalement, Optimism ou Arbitrum, qui sont des Layer 2, eux-mêmes sont très très centralisés au niveau de leur infrastructure. C'est-à-dire que la personne qui agrège les données du roll-up, finalement, c'est une seule personne, ou s'il y a très très peu de personnes, c'est contrôlé par des entités identifiées et en très faible nombre, voire même une seule personne, enfin une seule entité. Et donc du coup, si on reproche ça à Coinbase, on peut reprocher ça à Optimism, on peut reprocher ça à Arbitrum. Et donc du coup, ces entreprises sont en danger. Enfin, ces projets sont en danger. Parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment décentralisés pour échapper à cette rhétorique. Et ça va être chiant. Et vous savez, au tout début d'un projet comme AAVE, par exemple, c'était très très centralisé le machin, quoi. Et puis petit à petit, ils ont ajouté de la décentralisation et maintenant c'est pas mal décentralisé. Voilà. Et maintenant, tant et si bien qu'il n'y a pas de master key et qu'ils sont obligés d'utiliser leur DAO comme Bitcoin. Je ne sais pas ce que tu veux dire par comme Bitcoin, mais si tu veux dire que Bitcoin était moins centralisé au début et plus centralisé après, c'est la vérité. Je te renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Le jour où Bitcoin a été hacké ». Et tu verras que Satoshi Nakamoto proposait une feature et tout le monde l'acceptait direct, quoi. Bon, bref. Donc du coup, c'était entre les mains d'un homme. Et puis aujourd'hui, c'est entre les mains du consensus Enfin bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. C'est un peu hors sujet. Et donc du coup, ça pose problème parce que s'il faut être décentralisé... on va dire Day One. En 2013, là, on a frôlé l'attaque des 51%. Ou 14%. 2013, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement cette histoire des 51%. Dans le jour où Bitcoin était hacké, c'est un autre truc. C'est quelqu'un qui a utilisé un bug dans le Bitcoin Core qui a permis de faire un overflow. Mais bon, bref, je te renvoie vers les vidéos. Franchement, c'est une vidéo qui n'a pas beaucoup de vues et pourtant, c'est une de mes meilleures. Mais bon, bref, c'est comme ça, YouTube. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est problématique parce que si on ne peut pas se développer avant d'atteindre un certain niveau de décentralisation, ça tue un peu toutes les innovations, quoi. Enfin bon, on verra bien. Donc voilà pour la prise de contrôle des Américains d'Ethereum. Je dirais que il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est ce graphique. Et il y a quand même des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire l'accélération de la mise au pas des stablecoins en vue d'une prise de contrôle totale et de l'attaque des trucs qui ne sont pas encore suffisamment décentralisés. Mais il y a une excellente nouvelle, c'est un projet que j'ai découvert cette semaine, je ne connaissais pas, Eigenlayer, je ne sais pas comment ça se prononce, j'entends les Américains qui disent Eigenlayer, quelque chose comme ça, mais moi je ne sais pas trop comment ça se prononce. Quoi qu'il en soit, merci pour ton analyse. Merci à toi de m'écouter. Ça m'évite de parler dans le vide. Vous savez, je fais ce live et c'est aussi pour moi. Hein, c'est pour me faire une récap à moi-même. Hein, donc, il y a un côté, je partage et en même temps, je bénéficie de ce partage. Donc, c'est très cool. Donc, ce Eigenlayer, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui est vraiment très, très cool. Donc, dans ma petite récap des points positifs et négatifs dont j'avais parlé la dernière fois, j'avais zappé PBS et User Activated Soft Fork. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que ça ? Quand vous avez un trade qui se fait sur Uniswap, en gros, il y a des gens qui peuvent payer
un nœud pour publier la version du bloc que eux ils veulent. Et ils vont pouvoir ordonnancer comme ça dans le bloc des transactions. Et ces transactions vont être à leur avantage. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Mettons que dans la même pool, dans les potentielles transactions qui vont être publiées sur la blockchain, il y a à la fois une grosse vente et à la fois un gros achat du même token. Et eux, ce qu'ils vont dire, voilà, ce qui m'arrangerait, que ça soit qu'il y ait la grosse vente en premier, puis moi j'achète, comme ça j'ai acheté moins cher vu qu'il y a une vente, puis ensuite le gros achat. Comme ça fait pumper le prix, puis moi je revends derrière. Et donc du coup, ils se font un profit comme ça garanti où ils ont acheté plus bas et revendu plus haut dans le même bloc. Et donc du coup, en payant le validateur, ils peuvent avoir de l'argent gratuit en faisant ce qu'on appelle une sandwich attack. C'est-à-dire que forcément, la personne qui achète se fait léser parce qu'elle a acheté trop cher et est directement revendue avant même de pouvoir avoir revendu elle-même, puisque tout ça s'est passé dans le même bloc. Et ça, c'est quelque chose d'un peu frauduleux. Alors, il y a une technologie qui est sur la roadmap d'Ethereum et qui s'appelle PBS. PBS, ça s'appelle... c'est en gros un truc qui permet de séparer la construction des blocs et la validation des blocs. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que du coup, les validateurs, on ne peut plus les payer pour faire ce genre d'attaque qui est franchement pas ce qu'on voudrait, quoi. Et le deuxième avantage, c'est que à l'impossible nul n'est tenu, les Américains ne pourront plus dire à leurs validateurs t'acceptes pas telle et telle transaction. Mais là, il y a une solution intéressante qui va pouvoir permettre de pallier aux problèmes que je viens d'expliquer. Alors ça, PBS aura encore son intérêt pour la deuxième vertu que je viens d'expliquer, mais pour le premier problème, là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se met en place. C'est ce truc-là, dont je ne sais pas trop comment prononcer. Je vais prononcer ça, désolé si c'est pas la bonne prononciation. Eigenlayer. Alors, Eigenlayer, c'est quoi ? C'est un projet qui se matérialise par plein de graphiques rigolos et qui bouge, qui permet en fait de rajouter une couche de consensus pour les protocoles qui le voudraient. Comment ça marche aujourd'hui ? Un projet comme Ethereum, tiens, si je vais faire un petit dessin, vous avez je vais prendre, comment je vais faire pour dessiner ? Brush. Vous avez ce qu'on appelle une mempool, et vous allez envoyer vos transactions dans cette mempool qui va contenir plein de petites transactions à effectuer, quoi. Et puis, par ailleurs, vous avez des stackers qu'on va matérialiser comme ça, qui ont tous 32 Ethereum dans leur stack, dans leur petite cagnotte. Et ces 32 Ethereum qu'ils ont bloqués leur permettent de faire quoi ? Leur permet de sélectionner une partie des transactions qui voudraient bien être publiées et de les mettre dans le prochain nœud. Là, je vais dessiner la blockchain. Hop, voilà. Ça, c'est les stackers. Hein. Et donc, du coup, là, il y aura un prochain nœud à mettre. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est on va choisir il va y avoir un consensus pour choisir un stacker. Un stacker va être sélectionné. Ce stacker va aller choisir une partie des transactions qui attendent d'être rajoutées sur la blockchain et il va créer un nouveau bloc. Ok, donc ça c'est cool. Et là, il y a un nouveau truc qui va se rajouter. C'est que les stackers pourront faire une sorte de double stacking. Une fois qu'ils ont stacké leurs Ethereum, ils pourront les restacker dans
ce Eigenlayer. Et ça leur permet, ça permet quoi? Eux, ça leur offre l'avantage de gagner un petit peu plus de revenus. Ils vont gagner des revenus du fait de ce protocole-là. Et ce protocole-là, il va servir à quoi? Il va servir à ajouter une couche de consensus supplémentaire pour certains protocoles. Et par exemple, ça va permettre le protocole, si vous voulez, Ethereum pour le moment, c'est un certain nombre de règles. Par exemple, la transaction doit être comme ceci, la transaction doit être comme cela, etc. Et ce nombre de règles est trop limité pour éviter, c'est un peu la loi d'Ethereum. La loi d'Ethereum est trop limitée pour certaines applications. Par exemple, quand on écrit un smart contract, on ne peut pas éviter ce phénomène de sandwich attack. Par contre, si jamais on prend donc du coup entre voilà. Si entre le stacker que je vais manipuler comme ça et la même pool que je vais représenter, excusez-moi, pas manipuler, représenter, la même pool qui contient des transactions comme ça, voilà, et certaines de ces transactions ne seront pas éligibles si elles ne passent pas par cette fameuse Eigenlayer. Donc ça permet de rajouter un nouveau type de règles qui ne sont pas inscrites dans les règles de base d'Ethereum. Et donc du coup, ce sont des règles qui non seulement contiendront les règles de base d'Ethereum, mais d'autres règles. Et donc du coup, les smart contracts, les applications Ethereum, comme Uniswap par exemple, pourront faire appel à ces règles-là et n'accepteront que les transactions qui proviennent de ce truc-là. Et donc les stackers vont aller dans ce truc-là se stacker, et donc du coup pour adhérer à ce nouveau, donc ils ne seront pas obligés de le faire, hein. Il y a d'ailleurs plein de protocoles pour lesquels ce ne sera pas nécessaire, donc ça sera peut-être intéressant pour certains stackers de ne pas adhérer à ce truc-là, et puis d'autres stackers d'y adhérer parce que ça sera des stratégies différentes peut-être au début, avant peut-être que tout le monde soit obligé de passer par ça, parce que ce sera le truc le plus démocratisé, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, certains protocoles, comme Uniswap par exemple, pour éviter le phénomène de sandwich attack que je vous ai expliqué, là où quelqu'un gagne de l'argent en payant le validateur, là, ça sera plus possible. Uniswap dira, peut-être Uniswap, hein, c'est un exemple, dira hey, moi je ne passe que par Eigenlayer, donc du coup il y a des règles supplémentaires, et donc du coup ça invalide la possibilité de sandwich attack, et donc du coup tout sera plus juste pour mes utilisateurs. Il n'y aura pas des utilisateurs privilégiés qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre ce genre de choses, quoi. Tout le monde aura les mêmes règles en quelque sorte. Il n'y aura plus ce genre d'arnaque qui sera possible, et donc du coup Eigenlayer ira aller chercher ce type de transaction dans la même pool et pourra les publier sur la blockchain, et on sera safe, comme on dit, on sera en sécurité sur Uniswap. Alors, il y a deux grands, on va dire, il y a deux grandes applications qui viennent tout de suite à l'esprit, donc c'est Uniswap, clairement eux, ça pourra leur bénéficier, et aussi les bridges. Les bridges se font constamment hacker, ça ne défraie plus la chronique en ce moment, mais ça a défrayé la chronique au moment du bull run, parce que les règles d'Ethereum rendent très difficile de programmer un bridge qui ne se fait pas hacker. Et avec ces règles supplémentaires, en quelque sorte, le bridge, il pourra être beaucoup plus sécurisé, quoi. Donc, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il y a un problème de moins, quoi. Donc voilà, pêle-mêle, je vous ai dit ce qui s'est amélioré sur Ethereum, je vous ai dit ce qui s'est détérioré sur Ethereum. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Je ne m'inquiète pas du prix de l'Ethereum qui est en train de faire moins bien que Bitcoin.
Si on regarde depuis le début du bull market, du bear market, qui se situe, il me semble, on va ajouter BTC, oula, on va ajouter BTC, on va dire voilà le début du bull market, du bear market, c'est le 8 novembre 2021. Donc si on regarde depuis le 8 novembre 2021, c'est-à-dire depuis novembre 2021, hop, une petite flèche. Le début du... Hop là, ouais, voilà, 8 novembre 2021, c'est à peu près là. Bah, depuis le début du bear market, Ethereum a réussi à faire un rebond en revenant des enfers en juin, là, et à repasser au-dessus de son prix du début du bear market, mais globalement, depuis septembre 2022, il dérive, et il fait au global moins bien que Bitcoin, disons qu'ils sont à peu près à égalité. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, si je résume les bonnes nouvelles, ben, ça se passe plutôt bien au niveau de la déflation. MevWatch, c'est sympa, ça va dans la bonne direction. Ce protocole-là qui va permettre, on va dire, de faire quelque chose encore mieux que PBS au niveau du problème de sécurité sur Uniswap ou sur des bridges. Et au niveau des mauvaises nouvelles, bah, la régulation, les stablecoins, etc. Vous avez normalement à peu près compris ce que j'ai dit. Est-ce que vous auriez par hasard des questions, des points que vous vouliez aborder par rapport à Ethereum? Moi, grosso modo, hein, je suis assez content des 3 mois qui viennent de s'écouler. Ça a pas mal bougé dans la bonne direction. La régulation, ma foi, c'est comme ça. De toute façon, le monde est vaste. Hein, si les Américains vont trop loin dans leur délire, je pense qu'ils se sortiront eux-mêmes du jeu et que d'autres stablecoins émergeront peut-être dans d'autres monnaies ou peut-être des trucs algorithmiques. Bref. Voilà, je pense que si les Américains deviennent trop insupportables, qu'il y aura un divorce entre un Ethereum US compatible ou Occident compatible et un Ethereum reste du monde. On verra. Donc moi, j'attends un petit peu de voir si vous avez, pourquoi pas, des aujourd'hui, avec un bon nombre de ETH qui dorment dans un wallet, tu en ferais quoi? Rien. Moi, j'en fais rien. J'ai de l'Ethereum dans un wallet et j'en fais rien. Je ne les ai pas stackés. En plus, j'aurais pu peut-être les prêter sur un truc genre AAVE, mais je crois qu'ils n'en ont pas besoin. Je sais pas. Je ne me suis pas beaucoup intéressé. Je pense que le risque que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je crois à Ethereum sur le long terme. Je pense que ma thèse d'investissement de la construction à terme d'une plateforme neutre permettant d'héberger la finance mondiale est toujours possible. Donc ça me suffit comme gain potentiel, on va dire. Pas une question, mais un titre de Bloomberg drôle. Coinbase CEO, we have a good relationship with SEC. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, le Armstrong a des très bonnes relations avec la SEC. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils travaillent main dans la main. Moi, je les accuse de conspirer contre Ethereum. Carrément, de conspirer contre l'écosystème crypto. Je suis conspirationniste, voilà. Donc c'est rigolo parce que on peut se faire taxer de conspirationniste quand on émet des hypothèses. Mais là, on a plus que des hypothèses au niveau de... On a carrément des... Voilà, hein, donc
Faut voir. Moi, je pense que oui. Bon, bref. Ok, pas de Lido, etc. Moi, je te décourage pas d'utiliser Lido, hein. Je te décourage pas d'utiliser Lido, mais moi, si tu veux, j'ai pas mal d'argent dans Ethereum. Ça représente, je vais te dire aujourd'hui même, tu vois, je vois mon portefeuille. Ouais. Alors, je suis peut-être pas capable de. Je vais te dire ça. Ouais, non. Ouais, non, mais en gros, je crois qu'il y a peut-être 40% de mon portefeuille crypto sur Ethereum, hein. Un truc comme ça, hein, ou 35%, entre 35 et 40%. Ouais, entre 35 et 45%, je sais pas exactement, parce que les prix varient chaque jour, donc je suis pas ça exactement de près. Mais il y a un énorme part de mon pourcentage crypto dans Ethereum. Et pourtant, non, je n'utilise pas Lido. 5%, c'est pas mal, hein. Tu sais, tu dis 5%, c'est pas beaucoup, mais là, c'est 5% de la somme que tu as aujourd'hui dedans. Mais admettons que tu fasses un x10 avec ce truc-là, bah 5%, ça représente 50% de la somme que tu as maintenant dedans. Donc 5%, en fait, 5% bear market, c'est énorme, tu vois. C'est ça le problème. C'est que là, on se dit, ouais, 7%, on s'en fout. Bah non, 7%, si jamais tu fais un x10, bah, ça fait 70% de ce que tu as mis, donc c'est beaucoup. Donc vraiment, ne pas utiliser Lido, c'est renoncer éventuellement à beaucoup d'argent si jamais l'investissement était... Voilà. Et moi, je préfère attendre Shanghai. C'est une... je trouve qu'on n'est pas à l'abri d'un signe noir, et en vrai, ce que je devrais faire... c'est risquer, par exemple, une partie de mes Ethereum là-dedans en me disant bah, finalement, ce signe noir est peu probable. Genre, je pourrais mettre 30% de mes Ethereum dans Lido et me dire, bah voilà, comme ça, j'ai 30% de ces. Et s'il y a un x10, 50%, là, bah, j'ai 15% en plus, c'est quand même énorme. Et 15% en plus de profit, c'est quand même beaucoup. Et, et voilà. Mais en fait, ouais. Faire ton propre nœud, bah, si, tu peux faire ton propre nœud, hein. C'est possible, hein, mais déjà, il faut 32 ETH, donc c'est pas rien. Et en plus de ça, faut des compétences techniques, hein. Faire un nœud, c'est pas j'appuie sur un bouton et paf, voilà, j'ai mon nœud qui tourne, hein. Faut avoir tout le temps, être sûr d'avoir tout le temps la bonne connexion Internet, donc faut être dans une bonne infrastructure. Éventuellement, vaut mieux, par exemple, louer un serveur AWS, hein, pour avoir ton nœud, parce qu'au moins là, tu es sûr qu'il n'y aura pas Enfin, c'est dans le cloud, donc il n'y a pas de downtime, tu as la bonne connexion que tu as payée, qu'il faut bien, qui est toujours là. Voilà. Mais bon, après, un nœud dans AWS, c'est pas décentralisé, donc voilà, bon, bref, soit tu as ta propre infrastructure et ça c'est un métier, soit tu loues une infrastructure et ça te coûte de l'argent, quoi. Mais ça va certainement t'en rapporter plus que ce que ça t'en coûte, voilà. Parce que tu as quand même les rewards de stacking. Mais tes rewards de stacking, tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir les prendre, et donc du coup est-ce que l'argent que tu vas foutre dans AWS, tu ferais pas mieux de le mettre directement dans Ethereum et puis on s'en fout. Bon, tout ça se réfléchit. Moi j'ai pas une infrastructure suffisamment performante à disposition, donc du coup je serais obligé de louer un AWS, de m'y intéresser, de passer du temps, voilà quoi. Bifi qui nous donne Convex ETH à 9%. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir, mais Bifi, c'est pas mal, hein. Bifi, c'est genre un protocole qui a subi l'épreuve du temps. Alors, voyons voir. Bifi. Ouais, tu vois, c'est moitié Lido, moitié Ethereum. Et en fait, tu vas jouer sur cette pool de liquidité. Donc, quand tu fais ça, il y a quand même la moitié de tes Ethereum
qui sont sur... il y a quand même la moitié de tes Ethereum qui sont sur du Lido, quoi. Sur ETH, mais avec le risque, la note de safety est de 10, le max. Ouais, parce que tout le monde a confiance en Lido. Il n'y a que moi qui est paranoïaque, hein. Mais c'est de la paranoïa, hein. Honnêtement, moi je considère qu'être paranoïaque dans la crypto, ça m'a tellement fait économiser d'argent que je ne vais pas changer ma nature paranoïaque. Je suis d'une nature paranoïaque. Donc voilà, je suis complètement parano des signes noirs technologiques. Donc une technologie dont je vois un éventuel problème possible arriver, et ça me plaît pas, quoi. Parce que, ok, je sais pas comment ils gèrent leurs clés privées, là, Lido. Donc si jamais c'est chaque individu qui fait partie du truc est obligé d'avoir un certain processus de, je sais pas moi, de multisig ou de je sais pas quoi, etc., même s'ils ont mis des règles super top, il y a quand même des glands qui vont perdre leurs clés privées, c'est certain. Un incendie, un truc, ils avaient dit qu'ils feraient un truc, puis ils l'ont pas fait. Bref, ils perdent leurs clés privées à un moment. Donc voilà. Et puis alors, si jamais c'est pire que ça, mais là, les clés privées sont centralisées, et Lido s'occupe de la sécurité de ça, voilà, c'est encore pire, parce que ça veut dire que c'est tout centralisé, donc en cas de problème, on perd tout d'un coup, quoi. Donc, je suis pas serein, moi, là-dessus. Je suis pas serein là-dessus. Parce que, vous savez, le jour où les retraits sont possibles, Lido, je sais pas exactement comment ça marche, mais à mon avis, dans la DAO, il y a des fonds pour une assurance en cas de problème, il y a ce genre de choses, quoi. Et ça, c'est hyper rassurant une fois que les retraits sont possibles. Parce que s'il y a un problème, on le détecte vite, et donc du coup, il n'y a pas énormément d'argent à sortir qui s'accumule. Mais là, ça fait des mois, des années même, plus d'un an, je pense, que Lido s'est sorti. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais ça fait... ils ont accumulé une quantité énorme de trucs. Donc si jamais il y a un problème, il y a peu de chances que ce soit un tout petit problème, quoi. Et donc, du coup, ça fera beaucoup d'argent à sortir. Ça fera casser la tirelire énormément, quoi. Donc, comment ça va se passer tout ça, quoi? Moi, je vois que le problème, je pense pas qu'il va arriver. J'espère qu'il va pas arriver. Mais si jamais il arrive, que ce soit sur Rocket Pool, sur Lido ou ailleurs, peut-être qu'il y a un problème qui va arriver et que ça va faire un carnage. Et si un problème arrive, c'est très cool, hein. Parce que ça veut dire qu'il y a une grande quantité d'Ethereum qui disparaît tout à coup de la supply. Hop, encore plus déflationnaire, donc ça serait presque une bonne nouvelle. Donc voilà. Donc pour le moment, moi, ces trucs de liquidité, en plus, s'il y a jamais un problème sur Rocket Pool, tout le monde va dumper Lido. Donc du coup, ton Lido va se dépeg par rapport à Ethereum. Enfin bon, c'est l'enfer, quoi. Franchement, j'attends. Je préfère attendre. En plus, là, on nous avait dit, Shanghai, ça arrive en juin, ou je sais pas quoi. D'ailleurs, là, Eigenlayer, le testnet est bientôt, genre dans 2-3 mois, et ils veulent arriver sur le mainnet juin, juillet, un truc comme ça. Justinson a pesé 15 000 ETH il y a 2-3 jours sur Lido. Mais 150 000, excuse-moi. Ouais, non, mais attends, il a sûrement raison, hein. Non, mais moi, je suis très chaud pour Lido, hein. Je crache pas du tout dessus. Je pense que ça va certainement... Je pense que... Tu sais, quand t'es paranoïaque, t'as tort 98% du temps ou 99% du temps. Mais le 1% du temps où t'as raison, tu perds pas ton bag, quoi. Alors, quand t'as raison 99% du temps et que quand t'as tort 1% du temps, tu perds ton bag... tu finis toujours par perdre ton bag, quoi. T'as 100% de chance de perdre ton bag. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si t'as tort que 1% du temps, comme le moment où t'auras tort, tu vas perdre beaucoup, c'est mort, quoi. CF, pour te donner un exemple, Truyaro Capital, ils ont tout le temps raison, quoi. Ils ont presque tout le temps raison, sauf quand ils ont eu tort, et donc du coup, ils ont coulé leur boîte.
Plein de boîtes qui ont coulé comme ça parce que elles n'ont pas été paranoïaques, ok, donc elles ont eu raison presque tout le temps, sauf le moment où elles n'ont pas eu raison. Et là, on peut te dire, ah, c'est pas de bol. Bah non, c'est pas que c'est pas de bol. C'est que si tu prends des petits risques et que tu les accumules, comme la crypto est extrêmement risquée, bah, au bout d'un moment, tu te prends le mur, c'est terminé, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de me prendre le mur. Voilà, c'est tout. Je suis 50-50 et je vais te suivre, t'es prudent. Bah moi je considère que acheter du Bitcoin, c'est déjà risqué. C'est déjà un pari fou. Le machin, on sait pas, tu vois. Acheter de l'Ethereum, demain on découvre un bug. Acheter de l'Ethereum, c'est un pari fou. Pourquoi rajouter pourquoi rajouter de la... Enfin, je veux dire, c'est déjà... Des figures de trapézistes qui font des doubles saltos, je sais pas quoi, tu vois, et toi, tu te fais te rajouter de la difficulté pour un gain qui existe, hein, parce que, encore une fois, 9% ou 10%, si Ethereum fait x10, ça veut dire que c'est 100% de l'argent que j'ai actuellement dans Ethereum que je gagnerais. Putain, mais c'est génial, moi je signe tout de suite, mais malheureusement il y a un risque que je suis pas prêt à prendre. Se rajouter, voilà quoi, c'est dire bon bah voilà, je vais faire du trapèze, donc je vais passer d'un trapèze à l'autre là, tac tac, en mode cirque, en faisant des triples saltos. Donc c'est ça, c'est en gros c'est la crypto. Et l'ido c'est rajouter et en fermant les yeux. Non, mais c'est et en, je sais pas, un petit risque supplémentaire, quoi. Et en me frottant les mains dans de l'huile, quoi, pour moins s'agripper quand on... Non, mais c'est du délire, quoi. Enfin, c'est pas du délire. Je comprends des gars qui font ça, mais j'ai peur, j'ai pas envie de... J'ai déjà un niveau de risque qui me suffit. C'est comme le 0 à la roulette, ça peut arriver. Bah, je sais pas, il y a 100 numéros, je crois, sur une roulette. Ça va de 0 à 99, donc ça arrive tout simplement une fois sur 100. Donc c'est pas que ça peut arriver, c'est que ça arrive tous les 100 jets de roulette en moyenne. Voilà. Donc ça arrive, quoi. Là, Lido, ça arrivera peut-être pas, hein, ou Rocket Pool, ou peu importe. Hein. J'espère que ça arrivera pas, parce que ça fout... Bah, je sais pas si j'espère ou pas. J'espère que ça arrivera pas en bull run. J'espère que ça arrivera en bear market. Comme ça me permet d'acheter de l'Ethereum encore moins cher. Et mais si ça arrive, je serais très triste pour tous les gens qui ont mis pas mal d'argent là-dedans, quoi. Après, le STETH tombera pas à zéro, hein. Il tombera pas à zéro ETH, hein. Mais il va dépeg par rapport à l'ETH de manière massive. Et pourra-t-il retrouver son peg un jour? Bah, ça va dépendre de la taille du problème. Voilà. Simplement, quoi. Après, la DAO, admettons qu'ils aient plus suffisamment de TH, bah, la DAO dira, bah voilà, un STETH, pour le moment, ça vaut tant, et on verra, hein. Donc, pas chaud. Bon, bah écoutez, je vous laisse encore, je vais mettre un peu de musique là, je vous laisse encore un petit peu de temps. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour me dire ce que vous avez à me dire. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Ouais, si vous avez plus de questions, on va raccrocher les gants, hein. Moi je vais me coucher, c'est tard. En tout cas, super, hein. Vous étiez quand même assez nombreux. J'ai personne sur ma Twitch. Ah oui, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, hein. Abonnez-vous complètement à ma chaîne Twitch. Je vais regarder là sur Twitch, j'ai combien d'abonnés. Hors de question que vous repartiez sans vous abonner à ma chaîne Twitch. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'ai 16 abonnés sur ma chaîne Twitch. Bah, j'espère que vous êtes tous abonnés. Alors, vous êtes sûrement tous abonnés. As-tu des BNB? Et si oui, tu en fais quoi, s'il te plaît? Alors oui, j'ai des BNB. Il y a beaucoup de choses à dire sur BNB. Mais j'en ai pas énormément. Mais j'en ai. Enfin, pas énormément par rapport à mon bag. Hein. Mais j'en ai un petit peu. Et moins de 5% de mon bag.
Et je n'en fais strictement rien. Mes BNB sont sur Binance et me permettent de profiter, si je vais faire un trade sur Binance, des frais réduits sur Binance. Et j'utilise un peu la carte Binance, ce qui me permet d'avoir du chargeback. Pas du chargeback, du cashback. Donc quand je fais une dépense avec ma carte Binance sur internet, je récupère une partie de cette dépense en... Peut-être trop fort la musique, non? Je sais pas. Bref, ouais, je récupère un petit peu. Tu les laisses sur Binance, c'est 0,35%. Non, je les stack même pas sur. Je me fais pas chier. Pourquoi je fais pas ça? C'est parce que je veux pouvoir dumper instantanément si jamais j'ai plus envie de les avoir, quoi. C'est ce que j'avais fait. J'avais fait cette erreur avec mes FTT. C'est-à-dire que je les avais déstackés et tout. Donc au moment où j'aurais pu les dump, je les ai pas dumpés en me disant voilà. Et après ils ont coupé les retraits, j'étais baisé, quoi. Alors que là, si jamais ça pue trop avec Binance et tout, il y a un problème, je peux les sortir et avoir le doigt sur le bouton dump sur Uniswap, quoi. Et donc du coup, j'aurai pas de problème. Mais là, pour l'instant, ils sont sur Binance parce que je profite du cashback et éventuellement des petits trades, des trades gratuits ou très peu chers. Ça, c'est cool. Mais si tu les stacks ou je sais pas quoi, faut aller les déstacker et tout, c'est chiant. Alors que là, voilà. Et sur FTT, l'erreur que j'avais fait, c'est que malgré le fait que j'avais eu comment dire, malgré le fait que j'avais prévu le coup et que je les avais déstackés, en plus ça mettait 2 semaines à se déstacker, enfin, moi j'étais prêt au moment, je me suis dit, je vais les laisser sur FTX. C'est le seul truc que j'avais laissé sur FTX, de toute façon. Et leçon apprise, quand ça pue trop, tu retires tout, même les FTT, même si ça n'a pas trop de sens, parce que tu te dis, mes FTT vaudront 0 si jamais FTX meurt. Ouais, mais non, parce qu'ils valent pas 0 instantanément. Et en fait, j'aurais pu les swap contre du BTC. D'ailleurs, quand ils ont arrêté les retraits, c'est ce que j'ai fait, je les ai swap contre du BTC en me disant, si un jour je peux récupérer une partie de mes fonds, au moins ça sera du BTC, et donc du coup un truc qui vaut pas 0, alors que si je les laisse en FTT ça vaudra 0. Mais le mieux ça aurait été de les sortir de la plateforme sur Ethereum et de les dump dès qu'ils bloquent les retraits, quoi. Et là j'aurais l'équivalent de ce que j'avais en FTT en Bitcoin ou en Ethereum, et ça serait beaucoup mieux que d'avoir du BTC sur la plateforme FTX qu'on ne me remboursera jamais. Si tu laisses tes BNB sur Binance, ils servent plus à Binance qu'à toi. Ouais, mais non, mais moi c'est un investissement en fait. Moi je crois en Binance, je pense que c'est une entreprise qui fait de l'argent. Salut, c'est Laurent du futur. Dans la vidéo, je m'aperçois que je montre la courbe ETH-BNB dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand la courbe descend, ETH perd par rapport à BNB, et je m'aperçois que c'est pas hyper clair. Et que quand on veut regarder si BNB fait mieux que ETH, il faut mieux l'afficher dans l'autre sens. Donc ici, quand la courbe monte, BNB fait mieux que ETH. Et vous voyez que sur le long terme, effectivement, si on prend par exemple avril 2019, on voit que BNB fait 50% de mieux que ETH. Donc là, c'est en log, donc ça se voit pas forcément super bien, mais si on fait pas en log, ça fait comme ça, quoi. Il y a quand même une surperformance de 50%, c'est beaucoup. Si on regarde, ici, il y avait eu une explosion, il était monté énormément, il avait fait un plus 800% par rapport à ETH, donc c'était énorme. Mais bon, après, il y a eu une correction, il est revenu à des taux plus raisonnables, et là, on a vu quand même une surperformance de 100%, et aujourd'hui, après une correction, là, ça fait 4 mois qu'il retombe un peu, on est quand même à plus 45% par rapport à un niveau qui semble
qui semble cohérent, quoi. Ce niveau, ça semble être un niveau que le marché a retenu entre BNB et ETH. C'est à peu près là que ça se passe. Donc si on prend de ce niveau au niveau actuel qui est à peu près là, si on prend à peu près la moitié de là et la moitié de là, voilà, on a une surperformance de 50% sur environ 1 an et demi, 2 ans. Ouais, voilà, si on prend par exemple de là à là, on voit que ça fait 22 mois, donc quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc BNB a globalement mieux performé que Ethereum. Est-ce que ça veut dire que BNB est un meilleur coin, un meilleur projet, que la Binance Smart Chain est un meilleur projet que Ethereum? Je crois pas du tout. À mon avis, BNB reflète plus... c'est plus un security token pour moi, c'est-à-dire ça correspond plus à une action 2.0, une action Binance. C'est un moyen c'est un moyen de s'exposer au succès de la plateforme Binance. Binance, à mon avis, donne des dividendes sous une forme nouvelle, le burn. Le burn, c'est un rachat de tokens pour les brûler, c'est-à-dire dans le but de ne jamais les revendre. Les boîtes du CAC 40, du SP500 peuvent racheter des actions, mais un jour peut-être les revendront-elles. Là, pas du tout. BNB rachète ses propres actions pour ne jamais les revendre avec une partie de ses bénéfices et le fait tous les trimestres de manière quasiment sûre et certaine. Donc, et avec transparence, on peut aller voir combien ils en ont racheté, etc., combien ils en ont brûlé, etc. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi, il est lié aussi à la Binance Smart Chain, à plein d'autres trucs. Donc, c'est une action 2.0, quoi. Ça fait pas de dividendes, comme beaucoup d'actions de croissance d'ailleurs. Et Binance est une entreprise croissance, un peu comme Tesla, par exemple, ne redistribue pas de dividendes. La BNB ne redistribue pas de dividendes directement, mais il n'y a pas que la hype. Il y a le rachat, il y a les frais diminués sur la plateforme, il y a la Binance Smart Chain, il y a plusieurs raisons. Et je ne vais pas faire une vidéo complète sur le BNB, mais ce n'est pas comparable à Ethereum, ce n'est pas le même type d'actif. Pour moi, c'est plus un security token et donc du coup si on a envie de s'exposer au succès de la plateforme Binance, eh bien je pense que BNB est un coin qui permet de s'exposer. Après, est-ce que c'est une crypto de type Ethereum ou Avalanche ou Bitcoin? Non, c'est totalement différent. Voilà pour l'intervention de Laurent du futur. Je vous dis à bientôt. Je les ai mis en pool cake BNB sur Pancake. Bah écoute, si ça te convient. Moi, si tu veux, quand tu mets dans une pool cake BNB, je sais pas si tu connais le concept d'impermanent loss, mais si cake se pète la gueule quelque part, ça te fait automatiquement racheter des cakes avec tes BNB. Si cake remonte jamais, ben t'es pas bien. Et cake, c'est vraiment un shitcoin par contre. Ouais, 0,35% de ton volt en accès libre. Ouais, mais bon, 0,35% c'est pas non plus. Je les ai mis... Mais ouais, il faut mieux le faire que de pas le faire, quoi. Faut aller cliquer, quoi. Pareil, j'étais en stacking sur FTT et j'ai pas pu dump. Alors moi, j'avais retiré du stacking sur FTT et j'étais déstacké au moment. C'est là où j'ai fait la connerie, quoi, de pas aller. J'aurais dû les withdraw sur Ethereum et point barre, quoi. J'ai vraiment été con. J'ai withdraw tout le reste. Bref, j'ai prévenu que ça allait arriver. Enfin, bref, c'est vraiment idiotie de ma part. J'ai fait aussi Cake BNB à 2%. Moi, je suis pas chaud. Les deux coins, ok, bah écoute, très bien pour toi. Bon, et ben écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir écouté mes bêtises là pendant toute une soirée. C'est très gentil à vous et je vais uploader le machin
sur YouTube. Je vais virer la première partie là, où je parle d'investissement, c'est pas très intéressant. Je vais laisser que la partie Ethereum et notre petite discussion de la fin. Je vais voir si je la laisse ou pas. Je vais sûrement la laisser. Et en tout cas, si vous regardez ça sur YouTube, bon Dieu, j'aurais dû le dire au début, quel nul. Si vous regardez ça sur YouTube, lâchez un like. Si vous regardez ça sur Twitch, je sais même pas s'il y a des likes ou pas, lâchez un like, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Lâchez un commentaire. Bref, faites-moi briller un petit peu cet algorithme. Il va falloir que ma chaîne gagne de la visibilité au bout d'un moment. Parce que là, c'est chaud, quoi. J'ai même pas 3000 abonnés, quoi. Je suis un clochard de YouTube. Bon, allez, merci beaucoup pour votre patience. J'espère que tout ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.